Chers auditeurs, bonsoir. Nous ouvrons avec vous, oui, avec vous, puisque vous pouvez contacter la station pour nous faire part de vos remarques. Ce nouveau libre journal de l'éducation en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui a son principal campus à Lyon, mais aussi pour la formation continue à Paris. Vous pouvez télécharger l'application de l'ICEP qui s'appelle Amphithéâtre et vous y trouverez plus de 200 vidéos. Et vous verrez des professeurs de l'ICEP vous exposer une question touchant tous les domaines que l'on étudie à l'ICEP et que les professeurs enseignent à l'ICEP. À peu près sur des planches, un quart d'heure à peu près. Et ce sont des cours, si on veut, des cours en ligne très résumés. Et tout ça pour 7 € par mois. 7 € par mois. Plus de 200 vidéos. Donc, l'amphithéâtre, vous téléchargez ça, l'amphithéâtre, et vous avez droit à ces prestations des professeurs. Voilà, ça c'était pour les infos que j'avais à vous donner. Maintenant, j'ai l'immense plaisir, évidemment, de recevoir, à la demande générale de nos auditeurs, une nouvelle fois, notre ami Rénal Sécher. Alors, d'autant que j'ai quelque chose à vous dire, Rénal, nous vous voirons bien sûr par respect pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Le thème de cette émission, c'est les enjeux de l'histoire et de son enseignement. Et j'ai pensé à ce que vous avez fait cette fin de semaine, on ne va pas dire ce week-end, puisque vous savez peut-être que Marx disait que dans sa théorie de la valeur d'un produit était en fait du travail solidifié, du travail coagulé. Il se trompait, bien entendu, c'est pas du tout ça, la valeur d'un objet, mais enfin c'était la théorie de Marx. En revanche, on peut appliquer cette théorie à votre travail d'historien. Je n'ai pas besoin de vous présenter, tout le monde sait qui est Rénal Sécher, bien sûr, le grand historien des guerres de Vendée. L'auteur du génocide franco-français, l'inventeur de l'expression mémoricide, puisque un de vos livres, c'est du génocide au mémoricide, c'est-à-dire tuer la mémoire, d'où l'importance stratégique de l'histoire. Mais je pensais à Marx, désolé de vous le dire, dans ce que vous avez fait ce week-end. Parce que vous avez appelé un certain nombre de gens, c'était d'ailleurs très nombreux, à inaugurer une dîmerie. C'est quelque chose de spécial où on récoltait la dîme, qui est c'est pas vraiment un impôt, mais enfin c'est une contribution, disons, au fonctionnement du clergé, qui était aussi la sécurité sociale. C'était pas simplement pour que le bon curé puisse manger de la bonne volaille. C'était aussi, ça concernait en réalité tout le monde. Et on voit chez vous une importance accordée au patrimoine que vous avez restauré, la fameuse affaire de la chapelle Basse-Mère, avec une restauration qui a fait appel à 2000 volontaires en plusieurs décennies, une histoire assez extraordinaire que vous avez fait vivre à beaucoup de gens. Et on a l'impression que ça me fait penser à Marx, je suis désolé, moi je suis entre autres professeur de sciences politiques, et donc c'est effectivement de l'histoire coagulée, c'est de l'histoire solidifiée. Le patrimoine, c'est vraiment de l'histoire réalisée, si je puis dire, introduite dans le réel, maintenue dans le réel. Et c'est effectivement cet enjeu de l'histoire. Je suppose que c'est comme ça que vous l'avez vécu. C'est pour ça que vous avez fait tant d'œuvres de cette nature. Alors le plaisir est partagé, le plaisir d'être avec vous. J'étais, moi, très impressionné, adolescent, par le National Trust, qui est une structure anglaise de préservation pour le patrimoine. Et j'ai fait pas mal d'archéologie en France, en Bretagne plus particulièrement, à Saint-Malo par exemple, mais j'en ai fait aussi en Écosse, et notamment dans ce merveilleux château qui domine Édimbourg, que les Écossais appellent Edinburgh. Hein. Edinburgh. J'étais impressionné par les discours ambiants
Et il y avait une volonté, dans le cadre du National Trust, de conserver coûte que coûte le patrimoine, pas pour la conservation proprement dit, parce qu'on peut reconstruire, etc., mais pour le maillon, la chaîne, hein. D'où l'importance d'ailleurs, pour moi, le plus grand des maillons d'une communauté, c'est l'Église. Parce qu'il y a une horizontalité, mais il y a aussi une verticalité. Et en fait, l'Église, c'est vraiment un rapport incroyable à l'histoire, au sens politique du terme, mais aussi au sens religieux du terme. Et c'est pour ça que je suis très impressionné par les premiers discours de notre nouveau pape Léon, qui fait sans cesse appel à cela. Et lorsqu'il va se recueillir sur la tombe du premier pape, Pierre, ce n'est pas du tout par hasard. Ça veut dire qu'il a bien la notion, lui, de la verticalité dans l'horizontalité. Et il va aller dans le sous-sol de la basilique et remonter et faire un sermon extraordinaire. Vous voyez, c'est ça mon approche des monuments. Et effectivement, à la chapelle Basse-Mer, les lieux que j'ai restaurés ont une double dimension. Premièrement, cette dimension justement de l'horizontalité, telle que vous avez pu la découvrir au sein du prieuré et de la dîmerie, mais aussi de la verticalité. Et c'est pour ça que j'ai fait très très attention à cette verticalité que j'ai reproduit au millimètre près, grâce à une photo à la fin du 19e siècle que j'ai fait étudier par l'école du Louvre. Et c'est ça qui est le fondamental. Et d'ailleurs, cette résonance due à la cloche, elle se situe en haut et non pas en bas. Hein. C'est, par exemple, quand je vais communier, je fais toujours attention à la verticalité, à l'horizontalité. Vous voyez, je m'agenouille devant la Sainte Table et en même temps, je fais toujours le crucifix sur mon cœur en union avec mes ancêtres, parce qu'on est le fruit d'eux. C'est d'ailleurs très frappant parce que j'étais jamais allé à la chapelle Basse-Mer et j'y suis allé pour la première fois ce week-end. Et je dois dire que c'est quand on connaît l'œuvre qui a été la vôtre, il y avait des projections lumineuses, il faisait nuit et il y avait Semper Fidelis, toujours fidèle, et il y avait une autre phrase en latin comme ça. C'était très très beau. On se disait, en définitive, bon alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le drame de la chapelle Basse-Mer, c'est d'abord la chapelle Basse-Mer, c'est avant tout une collectivité, enfin une bourgade de 3000 habitants sous la Révolution qui a perdu à peu près un tiers de sa population, massacrée. Et dans cette chapelle, il y a eu 74 personnes, hommes, femmes, enfants, qui ont été brûlés, tout simplement, enfermés dans cette église et à laquelle on a mis le feu. C'est pour ça on pourrait revenir à une espèce de guerre mémorielle ou de manœuvre un peu sournoise de la part de notre régime actuel qui fait venir du monde entier des gens pour visiter Oradour-sur-Glane où un phénomène comparable s'est produit. Ah, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Comment je ne remets pas du tout en question ce qui a été fait à Oradour-sur-Glane. Mais la cause est fondamentalement différente. Oradour-sur-Glane, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de circonstance. La chapelle Basse-Mer, ce n'est pas ça, comme les Lucs sur Boulogne. C'est un élément d'une mécanique qui a été conçue au plus haut niveau de l'État. Ce n'est pas un crime contre un crime de guerre. Oui, c'est pas un crime passionnel. C'est pas un crime passionnel de circonstance. C'est un crime de génocide parce que ça a été réfléchi au plus haut de l'État et il y a un programme, une planification à la fois de l'extermination et de l'anéantissement. Oradour-sur-Glane, c'est un crime de guerre, voilà, c'est ça, comme il en a existé avant, pendant et après, qui est absolument atroce, hein, d'accord, mais qu'on ne peut pas comparer fondamentalement à ce qui s'est passé en Vendée. Il y a une chose qui est très très frappante quand on regarde, encore une fois, je n'avais jamais vu ce monument que vous avez fait restaurer.
avec patience. Ça a pris des années et des années. Encore une fois, 2000 bénévoles, c'est extraordinaire. Euh, c'est que à un endroit du mur qui a pourtant été restauré, ressort une sorte de tache noire, comme si le feu éteint voulait quand même faire savoir qu'il a été là, ou qu'il l'est peut-être encore dans certains esprits. On imagine une Mathilde Panot ou un Mélenchon remettant le feu à ce bâtiment, sans Oui, hésitation. Il pourrait le faire, bien entendu. Mais, Alors, mais matériellement, comment est-ce que vous expliquez la persistance de cette tâche un ingénieur spécialiste, c'est une science, hein, spécialiste du feu nous a expliqué et le pourquoi. Mais en même temps, il nous a décrit les conditions de l'incendie. C'était passionnant. Il est arrivé là tout à fait par hasard. Et la première chose qu'il a vue, ce sont justement les tâches. Et les tâches, elles sont dans un lieu extrêmement précis. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de diagonale dans le fond de l'église, d'ailleurs plus importante sur le côté droit que sur le côté gauche, et au fond. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous l'a expliqué comme un journaliste qui voit un événement et qui va le décrire en direct. Et il était passionnant, parce que quand on lui a dit qu'il y avait eu un incendie dont la finalité était de brûler vif 74 personnes, il nous a expliqué comment ça a eu lieu. C'est-à-dire que les républicains, l'armée républicaine est arrivée, les gens étaient soit à l'intérieur de l'église, soit à l'extérieur, mais ils les ont poussés pour que tout le monde rentre. Puis ils ont fermé l'église sur la porte droite et la sacristie, la porte de la sacristie. Donc ils ne pouvaient plus sortir par le chœur. Et ils ont bourré de bois sec la grande porte de l'entrée de la chapelle. Ils y ont mis le feu. Et donc, les 74 habitants, on appelle les habitants de la chapelle Basse-Mer les chapelains, ils ont essayé de se défendre. Et pour ce faire, ils ont entassé tout le mobilier au fond de l'église. Mais évidemment, le feu s'est répandu au niveau de la toiture, tout s'est effondré et les a brûlés vifs. Et en fait, les corps ont fondu. Alors, pourquoi il y a des Et traces? c'est ça que je précise pour nos téléspectateurs qu'il s'agit d'un monument restauré. Et pourtant, il apparaît encore ces taches-là. Alors, il nous a expliqué, l'ingénieur, qu'un bâtiment en pierre qui avait brûlé suintait tout le temps. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est très intéressant. Là, on a, défait le mur et on a remis de nouvelles pierres. Les taches ont disparu. Là où on a simplement retiré le ciment, la chaux, etc., et on a remis une nouvelle chaux, là, la suie réapparaît. Et c'est pour ça que c'était important pour comprendre la manière dont a eu lieu l'incendie. Donc la suie est dans la Elle est dans le pierre. mur, elle suinte. Mais elle est dans la pierre plutôt. Dans la pierre qui a brûlé, C'est ça qui est dans incroyable. la Parce que terre. là, c'est quoi? C'est du granit qu'on a là-bas? c'est du schiste local. C'est du schiste. Oui. Oui. Donc c'est pas dans la maçonnerie elle-même. Enfin, c'est pas dans le. Pas la joints. maçonnerie, pas dans les joints. Parce que ça, on a refait ça. Incroyable, Ce n'est pas incroyable. non plus dans ce qu'on appelle le jetis en patois vendéen. C'est dans la pierre. Et d'ailleurs, si vous regardez la façade, qui est le mur visible de l'extérieur, immédiatement, on sait la partie de mur qu'on n'a pas démontée pour remonter, parce qu'elle suinte, elle pleure. C'est incroyable. Et au sommet, tout est neuf. Et là, on ne voit évidemment plus rien. Donc oui, donc, évidemment quand on... Ça c'est le jour, on peut voir ça, puis la nuit, il y a c'est vrai que c'est in memoriam. Je cherchais l'expression in memoriam semper fidelis. Donc c'est En pour ça mémoire. qu'un homme comme moi, je me bats, et j'explique, je fais pas mal de déplacements pour ça, j'en faisais pas mal, moi maintenant, pour expliquer aux gens d'un village ou d'une commune qu'il faut coûte que coûte préserver leur église, coûte que coûte, même si ça coûte très cher, il faut la préserver. Même C'est des églises néo-gothiques du 19e siècle que l'on détruit Oui, facilement alors, de nos jours, c'est ce mais que j'ai où plus expliqué. personne ne se rend. C'est ce que j'ai expliqué
au moment du concert pour l'inauguration au sein de l'église. Pour moi, tout ce qui est néo est exceptionnel. C'est un aboutissement artistique et technique inouï. C'est tout le prolongement de la connaissance architecturale, monumentale, technique. C'est l'art du vitrail, c'est l'art de la pierre, c'est l'art du bois, etc. C'est exceptionnel le néo-gothique, le néo-roman, le néo-byzantin. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois qu'on détruit une chapelle ou des ensembles plus conséquents, des collégiales, etc., ça me rend fou. Ça me rend fou. Alors j'essaye de sauver ce que je peux, et notamment quand je vois la destruction des vitraux du 19e siècle, qui sont un art par excellence arrivé, c'est-à-dire un réalisme absolument incroyable. On détruit ça à coups de pelleteuse, c'est stupéfiant. Mais c'est étonnant, évidemment, parce que on dit Semper Fidelis, tout le monde, enfin, toujours fidèle, Semper Fidelis. Dans certains villages, ces églises ne font que coûter ce que coûte leur entretien. Plus personne ne s'y rend avec la déchristianisation générale. Et donc, comment les regardez-vous dans ce cas-là? Ils sont vides de tout paroissien. Il n'y a plus de fidèles. Là, on est tout à fait plus du tout dans le Semper Fidelis. Alors, il y a deux finalités à un immeuble religieux. Je rappelle toujours que l'origine d'une église, c'est la basilique romaine, bon, qui est un lieu de rassemblement. Et d'ailleurs, Et d'échange, oui, c'était pas un lieu religieux à l'origine. jusqu'au XVIIIe, on a conservé cette tradition de basilique, d'accueil. Et l'église, la nef en tout cas, recevait bien entendu toutes les manifestations du village, y compris les repas, les manifestations théâtrales, etc., devant, à l'intérieur. Bien. C'était une scène, ce qui était sacré. D'où la séparation qui était monumentale avec le jubé. Les jubés, autrefois, oui. oui. C'était ça l'origine. Que les orthodoxes ont conservé. Absolument, pour une autre raison. Oui. Bon, mais une raison aboutie, plus enracinée. Oui. Le jubé, c'est justement bien séparé, bien matérialisé, l'espace consacré, sacré, et l'espace profane. Et le jubé a évolué avec la Sainte Table. Bon. Mais cette notion va rester ancrée au sein des communautés villageoises, grosso modo, jusqu'à la Révolution française. En fait, la nef est une salle municipale, excusez-moi l'anachronisme, et même dans certaines églises, il y a un puits, à Dole de Bretagne, par exemple, mais dans d'autres lieux, et des cheminées. Ah oui, dans l'église Dans elle-même. l'église, parce que dans cette partie-là. Donc, on est là dans le maintien, la conservation, voire la restauration du patrimoine, mais nous en sommes toujours, c'est le principe de notre émission, c'est un journal de l'éducation. Comment transmettre ça? Il y a quelque chose dans votre chapelle basse-mère, quand vous avez découvert qu'en fait c'était un ensemble plus large jadis et qu'il accueillait une communauté religieuse, vous êtes allé jusqu'à reconstruire le cloître, puis un autre bâtiment qui n'était plus là quand tout a été brûlé ou qui était encore là? Non, ça avait été Ça avait été détruit. déjà détruit. En fait, quand moi j'ai restauré cette chapelle, j'ai restauré cette chapelle pour la restaurer, parce que je n'imaginais pas qu'une chapelle villageoise, j'appelais ça chapelle à l'époque, je vais découvrir après que c'était une église, c'est une question de statut. Ouais. Et je n'imaginais pas l'historique de cette chapelle et cette évolution au sein de l'histoire, puisque ça a été fondé par des moines de l'abbaye de Marmoutier, puis c'est devenu, au départ, pour une question d'échange, l'église paroissiale, et autour de l'église paroissiale, on a construit le village, puis lié, pour des raisons historiques, au transfert du village, notamment militaire, au transfert du village à 1 kilomètre plus loin, c'est devenu chapelle secondaire, avec tous les privilèges jusqu'à la Révolution.
quand moi, je vais l'acheter le 13 mai 1992, Un je 13 mai, n'ai, donc. c'est important le Ouais, 13 mai ouais. pour moi, toujours la notion de verticalité et d'horizontalité. Et ce n'est pas par hasard, ce 13 mai. Vous verrez l'incidence que ça a eu dans ma vie et dans l'histoire de la restauration de la chapelle. Donc, lorsque je rachète la chapelle en ruine, moi, je n'ai qu'une seule idée, la restaurer parce que pour rendre hommage à cette histoire de Milan, pour qu'on s'en souvienne. Il y avait un arrêté municipal qui voulait que on la raye, Ah oui, oh on là la là. Ouais, détruise. ouais, Bien. ouais. Et ce n'est qu'après que je vais découvrir que c'était la chapelle d'un prieuré. Parce que comme j'ai fait beaucoup de fouilles, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais fouiller le sol. Et notamment, je vais découvrir les tombes des moines à l'intérieur de la nef. Comment reconnaît-on la tombe d'un religieux, d'un tombe d'un profane? C'est l'orientation est-ouest. Bien. C'est toujours le cas d'ailleurs quand on apporte un cercueil d'un religieux ou d'un profane dans une église, une inversion. Bien. Et donc, Et une inversion, c'est-à-dire que c'est le positionnement. La tête la est, tête est à l'ouest et les pieds sont à l'est? sont à l'est, et pour un religieux, c'est l'inverse. Bien. Ah, ouais. Et donc, c'est là où je vais découvrir des trous, comment dire, sur le nord de l'église, et je vais commencer à me poser des questions. Et puis, je vais travailler historique et je vais découvrir effectivement qu'il y avait un petit cloître, hein. J'ai la dimension très précise, qui correspond d'ailleurs à l'édifice roman, parce qu'après, il va être gothisé. Et tous les bâtiments religieux étaient bien entendu en bois. Bon. Donc là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a décidé de restaurer la chapelle, de reconstruire la sacristie qui avait disparu lors de la Révolution? Je me suis dit, ben, on va continuer le projet, on va faire un ensemble qu'on a consacré à l'extermination des Vendéens, de la Vendée militaire. D'accord. Je voudrais vous poser une question là-dessus sur un impact, j'irais presque dire, pédagogique, voire psychologique. Mais avant, j'ai une question encore technique à vous poser. Enfin, c'est vraiment une question de principe, plus exactement. Vous avez restauré une ruine. Vous en avez refait quelque chose, alors je ne vais pas dire d'aussi vivant qu'à cette époque, parce qu'il n'y a pas de communauté religieuse ou quoi que ce soit, mais comment vous situez-vous dans ce débat? On est toujours dans la transmission de la mémoire, hein, ou la revivification de la mémoire et donc du patrimoine, de notre héritage. Comment vous situez-vous dans le débat qui oppose ceux qui disent il faut laisser les choses dans leur jus comme elles sont, ou bien, eh bien, il faut les refaire comme elles étaient, par exemple. Je pense à, récemment, enfin récemment, ça commence à avoir quelques années maintenant, mais dans la cathédrale de Poitiers, on a découvert de façon totalement inattendue, dans le transept droit à l'occasion d'un nettoyage, des fresques. Et ça a été restauré, si on veut, mais laissé en l'état. C'est-à-dire tout ce qui a été effacé n'est pas refait. Alors qu'on pourrait se dire, bah oui, mais enfin c'est une église, elle est vivante, pourquoi ne pas refaire les fresques comme elles étaient à l'époque? Comment vous situez-vous dans ce débat qui oppose énormément les responsables du patrimoine? Alors, Même si pardon, mais la doctrine dominante aujourd'hui, c'est de laisser les choses en l'état et de ne pas les refaire. c'est la doctrine anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'il y avait une opposition entre cette conception de restauration anglo-saxonne. Les Anglais ont beaucoup détruit, énormément, pour des raisons notamment religieuses, à partir Ouais, d'Henri VIII. ouais. Bien. Et les Anglais sont allés très loin dans cette logique. On laisse les ruines pour les ruines, et lorsque on les restaure, on doit exprimer cette restauration. D'où l'importance du ciment dans les restaurations anglo-saxonnes. Vous avez une traduction de cela, par exemple, au château des ducs de Sarzeau. C'est-à-dire que
à un moment donné, l'architecte des monuments historiques qui s'est occupé de la restauration a voulu, comme les Anglais, marquer la restauration par justement la visibilité du ciment. En France, on a eu un autre débat. Le problème de la restauration ne s'est pas posé jusque dans les années 1830. Il a été soulevé par Mérimée, auquel Oui. on doit rendre un hommage. Le premier responsable du patrimoine, Absolument. ouais. Et Viollet-le-Duc, Oui, qui a reconstruit entièrement Pierrefonds. entre autres. Oui. Entre autres. Bien. Et en France, le débat ne s'est pas posé parce qu'on est dans le cadre de la monarchie qui veut se réenraciner. D'ailleurs, on est très injuste vis-à-vis de Charles X. Tiens, d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a une exposition remarquable à l'heure actuelle au Gobelin qui s'appelle Le Dernier Sac. C'est Oui. une reconstitution, c'est extraordinaire. Bien. Et donc, Mérimée de conserve avec Viollet-le-Duc vont décider de reconstruire les monuments religieux et profanes. Il y avait deux idées. Soit on essayait de le reconstruire à l'identique, lorsqu'on a suffisamment de matériaux, c'est facile. Mais lorsqu'on n'a pas de matériaux directs, c'est-à-dire des ruines ou des reproductions, soit des dessins, soit des tableaux, etc. Il n'y a Qu'il pas la laisse une photo. marche, qu'il laisse Moi, une la chapelle licence. Basse-Mer, j'ai pu le reconstituer grâce à une photo. Il y avait de belles ruines, mais grâce à une photo qui a été faite par un médecin, le docteur Renoul, dans les années 1880, qui est une photo remarquable dans ses contrastes. Donc c'est pour ça que l'école du Louvre a pu travailler ça au millimètre près, très précisément. Et donc, les Mérimée et donc Viollet-le-Duc, ils n'ont pas tout ça. Bon. Donc, soit ils vont, parce que les ruines sont importantes, ils vont les restaurer à l'identique, et on a un certain nombre de lieux comme ça. On peut penser à Carcassonne, on peut penser à Vézelay, par exemple. Soit il y a une volonté d'essayer d'être le plus proche possible, mais on laisse l'imagination Ah courir. ouais, C'est c'est Pierrefonds. Pierrefonds. C'est Voilà. Pierrefonds. Ça lui a été beaucoup reproché par une école de puristes, entre De guillemets. puristes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est l'intervention du pouvoir impérial là-dedans, Napoléon III. Napoléon III. Pourquoi? Parce que Napoléon III est un homme qui aime l'art, qui aime l'archéologie, qui aime l'histoire. Il s'est passionné, lui, pour tout ce qui est la période Vercingétorix, d'où Alésia, ses recherches, etc. Mais aussi pour tout le Moyen-Âge. C'est un passionné du Moyen-Âge. C'était aussi un peu la mode troubadouresque oui, à l'époque. Oui. qu'il a suscité Ouais. et Ah oui, stimulé. oui, oui, Bien. d'accord. Et là, on a un homme de talent qui est remarquable, c'est Viollet-le-Duc, qui va avec une imagination incroyable, recréer le mobilier, etc. Moi, je suis un fada de tout ça, qui a été repris d'ailleurs par les Anglais, qui a été, ça donne Westminster. Vous Ouais, voyez? ouais, ouais. Mais l'enracinement, il est là. Et en fait, il va submerger. Donc le mouvement, pardonnez-moi, vient plutôt des Français Ah oui, qui vont bien sûr. inspirer les Anglais, Bien et non sûr. pas le contraire. Parce que Ouais. on a connu. Parce que le roman gothique, on a l'impression que c'est vraiment les Anglais qui l'ont inventé. Oui, ce qui est vrai au niveau De la littérature. de la littérature. D'accord, ok. Hein. Mais ce n'est pas vrai au niveau D'accord. de la restauration, pour les raisons que je viens de dire. C'est que les Anglais ne sont pas des inventifs. Ils veulent bien marquer la séparation des choses, et notamment par l'utilisation, pour moi, abusive du ciment. Mais vous n'avez pas donné votre avis là-dessus. Dans quel, où est-ce que vous vous rangez parmi ceux qui ont... Je me range sans aucun problème du côté de Mérimée et de Viollet-le-Duc. Et de Viollet-le-Duc. Ah oui, Ouais. sans aucun souci. Ouais, parce que pour vous, ça doit... Pierrefonds, pour moi, c'est un chef-d'œuvre Ouais. architectural. C'est pour ça, comme je l'ai expliqué lors de
l'inauguration de la Dîmerie au moment du récital, puisqu'on était dans l'église monumentale de la chapelle Basse-Mère. Je ne sais pas si vous avez vu la concentration de talent, l'architecte, Boismin en l'occurrence, mais aussi l'art du verre, les verrières absolument incroyables. À la chapelle Basse-Mère, on a la chance d'avoir un vitrail donné par le comte de Chambord, mais on a aussi un vitrail représentant le vœu de Louis XIII, un 19e siècle abouti, avec ce bleu de Chartres. D'ailleurs, le rapport entre la chapelle Basse-Mère et Sac est omniprésent et permanent, avec un morceau du voile de la Vierge à la chapelle Basse-Mère donné par le Chartres. Bon. Et puis, l'art statuaire, avec un artiste exceptionnel, qui est un des plus grands artistes du 19e siècle, qui est un artiste nantais, Valette, qui a d'ailleurs fait, entre autres, la statue de la Vierge de Pontmain. C'est remarquable. On est subjugué. J'ai demandé aux personnes présentes de faire le tour de l'hôtel et de voir par derrière la robe, le mouvement de la robe en marbre de Carrare, sculpté par Valette. C'est remarquable. Et c'est pour ça que lorsqu'on détruit, je ne parle pas du Sulpicien, c'est encore autre chose. Bien, moi je parle de l'art massif. Oui. Donc, on sait quel est le camp que vous rejoignez. Sans aucune ambiguïté. Et d'ailleurs, c'est toujours un débat en France. Chez les architectes des monuments historiques, je rencontre beaucoup. Oui, hein, oui. et c'est toujours un débat et on est là dans une certaine subjectivité. Donc, et puis là, vous vous opposez en fait à la doxa qui est tout à fait majoritaire au ministère de la Culture, par exemple, de gens qui disent non, il ne faut surtout pas faire ça, il faut restaurer ce qui est restaurable et on laisse en état. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, d'accord. Merci de votre réponse très intéressante. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a une chose avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, qui s'est produite pour l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Il y a eu un débat qui a été suscité par un certain nombre d'hommes politiques qui était vraiment très intéressant. Ce débat était le fruit d'une observation. C'est-à-dire qu'il y a des lieux privilégiés en France qui sont dotés de moyens colossaux. Ça a été le cas, par exemple, pour Notre-Dame de Paris. Je rappelle que l'État n'a pas investi un centime dans Notre-Dame de Paris. Ce sont que les particuliers et les entrepreneurs. Bien. Et 95% des édifices religieux en France qui ne sont pas ou mal entretenus. Pourquoi? Parce que lorsque l'État a spolié l'Église, elle n'a pas donné les moyens aux communes d'entretenir ces édifices. Et à l'heure actuelle, on les abandonne parce que, je reprends votre expression, ça coûte trop cher. C'est le résultat d'une spoliation. Il n'y a pas eu d'indemnisation, etc. Nous, j'ai un cas très précis à la chapelle Basse-Mère. Quand vous avez visité la Dîmerie et le prieuré, ça a été racheté 3 fois en 7 ans par la même famille qui, à chaque fois, voulait redonner ça à la paroisse, etc. Et renationalisation. Et donc, cette idée qui n'a pas été finalisée de faire payer l'entrée de Notre-Dame, je trouvais que c'était une excellente idée. Pourquoi? Parce que Notre-Dame est un lieu religieux qui est devenu un musée. Donc, comme on retrouve cela dans un certain nombre de pays latins, on a divisé, pour un moment de la journée, l'espace religieux par rapport à l'espace non religieux, en fait. Et c'est-à-dire que les chœurs sont préservés, ils restent religieux, et la nef est visitable. Et je trouve que l'idée de faire payer l'entrée à Notre-Dame aux touristes, aux visiteurs, qui ne sont pas du tout intéressés par l'aspect religieux, permettait un collectage conséquent d'argent. Il fallait faire payer ça cher
10, 15, 20 euros et redistribuer ça aux communautés religieuses du reste de la France pour pouvoir justement entretenir le patrimoine religieux. Et je n'ai pas répondu à votre question de tout à l'heure. Que faire de toutes ces églises? Il faut les sauver, coûte que coûte, quel que soit le prix, Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. dirait l'autre. Et c'était un moyen justement de préserver. Vous savez, les locaux n'acceptaient pas la destruction de leur église. Je pense à Jalais en Vendée, quand on voit qu'il y a plus qu'un clocher, les gens souffrent dans leur âme, dans leur cœur, dans leur esprit. Et j'ai plusieurs amis qui habitent la commune de Jalais. C'est vraiment une grande souffrance parce qu'elle était là, elle n'est plus. Vous voyez. Et donc, on a perdu quelque chose d'important. Inconsciemment, on sait. Et donc, c'est un moyen de redonner ça aux communautés villageoises. Et après, qu'est-ce qu'on fait du bâtiment? Eh bien, on peut le réaffecter, tout simplement. Évidemment, pas dans la vulgarité, il faut respecter. Pourquoi ne pas en faire des bibliothèques, etc. Mais des choses nobles, nobles. Bon. Et c'était un moyen de les préserver. Moi, vous voyez, à la Chapelle-Basse-Mer, j'en ai fait un mémorial. C'est-à-dire que l'église, qui est restée toujours dédiée comment dire, au culte, eh bien, tout le reste, j'en ai fait un mémorial. On va y profane. revenir au mémorial, hein. J'ai une question importante à vous poser là-dessus. Pour en finir quand même, vous m'avez inspiré une autre question sur Notre-Dame. Il y a eu tout un débat, faut-il refaire la flèche qui n'existait pas avant Viollet-le-Duc, justement? Comment est-ce que vous vous placez parce que, évidemment, si, comment dirais-je, faire vivre dans l'actualité Notre-Dame, c'est prendre les vitraux du conjoint, de la conjointe du chef de l'État, dont on connaît le bon goût. C'est un risque aussi, non? Alors, commençons par la flèche de Viollet-le-Duc. Alors, lorsque il y a eu l'incendie, n'ont été touchés par l'incendie que la toiture, c'est-à-dire les dalles de plomb là, qui ont fondu, et la charpente, premièrement, et à l'intérieur, la croisée de transept, avec la flèche qui tombe. Après, il y a eu un débat absolument incroyable, stupide. Moi, j'ai écrit un article à l'époque dans l'Homme Nouveau en disant tous ces débats sont stériles, ils n'aboutiront pas, parce que la France a signé une convention, dite Convention de Venise. Cette Convention de Venise, on ne peut pas la remettre unilatéralement en question. C'est signé. Qu'est-ce qu'elle dit? On doit remettre en l'état le lieu au moment de son malheur, de sa destruction. C'est très précis. Donc la question que vous me posez ne se pose pas par rapport à la Convention. C'est-à-dire que la flèche existait. On ne sait pas trop ce qu'il y avait avant. On sait que c'est une création de Viollet-le-Duc. Flèche passionnante en raison de ce qu'elle représente. C'est-à-dire que vous aviez sur cette flèche les 12 apôtres en matière extrêmement lourde. Hein. Et d'ailleurs, si ils n'avaient pas été ces personnages n'avaient pas été retirés, ils se seraient effondrés en même temps que la flèche, et je pense que la cathédrale n'aurait pas survécu. Ah oui, oui. C'est incroyable. Et au sommet, vous aviez le coq, qui représente, comme tout le monde le sait, Saint-Pierre. Quand j'entends les discours, ça représente l'État français, etc. Non, pas du tout. Gallus, c'est le jeu de mots latin entre le coq et le gaulois. Voilà, le coq représente le premier pape, Pierre. Voilà, c'est tout simple. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Je pense que l'archevêque actuel devrait faire attention à ce détail.
c'est que lorsque la flèche traverse la croisée des transepts, aucun apôtre ne participe à cette traversée, y compris le coq qui est jeté à l'extérieur. Et cette flèche va s'effondrer sur l'autel moderne, il va fondre. Et les éléments de bois et de charpente qui brûlent vont se répartir autour de cet autel et vont s'arrêter à quelques millimètres du pilier sur lequel repose la Vierge de Paris. Oui. L'ancien chœur n'a pas du tout été touché. Rien de ce qui était historique n'a été touché. Je pense que c'est une leçon qu'il faudrait méditer. Alors, avant de poser ma question, il y a des messages de nos téléspectateurs. Il y en a un qui dit « L'utilisation du ciment comme joint d'un mur de pierre n'est-elle pas une aberration? Cela n'entraîne-t-il pas une dégradation de la pierre par la rigidité du joint ?» Ah oui, c'est contre nature. C'est pour ça que nous, à la Chapelle-Basse-Mer, on a fait très attention à n'utiliser que de la chaux. Mais en l'occurrence, il faut préciser, les Anglais, ils s'en servent pas comme joint. Mais lorsque vous avez un mur effondré, pour le remettre à niveau, par exemple, on met un mur on prolonge par un mur de béton, de ciment, etc. C'est pour bien marquer, distinguer les deux étapes de la construction, c'est-à-dire la construction originelle et la construction moderne, et puis sur lequel on peut mettre des toitures, etc. C'est ce qu'on a fait à Sarzeau, par exemple. Alors, il y a un autre message, je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop de notre sujet, mais on va y revenir, c'est pas grave, qui dit, on parle de Notre-Dame, et de votre proposition de faire payer les visiteurs non fidèles, c'est-à-dire les touristes. Ce monsieur dit, parmi ces touristes laïcs agnostiques, il pourrait y avoir des révélations. Mais surtout, dans notre Église universelle, nous invitons tout le monde. Or, lorsque l'on invite, on ne fait pas payer l'invité, quel qu'il soit. Une fois qu'il sort de chez nous, il est des nôtres. Oui, c'est une approche. Moi, je dis qu'il faut profiter des circonstances parce que si on ne donne pas aux communes qui sont propriétaires de l'essentiel des bâtiments religieux en France suite à la loi de nationalisation de 1905, nous allons avoir des destructions systématiques. Vous savez, quand une mairie commence à semer le doute, puis à ne plus entretenir les toitures, puis à laisser l'eau rentrer, la finalité, elle est claire, hein, c'est la destruction à plus ou moins moyen terme du bâtiment. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper, etc. Et c'est pour ça qu'il faut redonner une nouvelle affectation à ces bâtiments qui sont, en règle générale, magnifiques. On ne pourrait plus refaire tout ça. Bon, il y a un message qui dit la même chose, qui reprend les arguments précédents. C'est une question de conviction personnelle, oui, de conviction intime. Et surtout que la personne qui parle a dit il est plus qu'évident que les revenus seront affectés à toute autre chose que la préservation de l'édifice. Ah, c'est pour ça qu'il ne faut pas confier ça à l'État. Ben oui, en tout cas la République. Et encore moins des communautés religieuses, car on invoquera alors la laïcité, fourre-tout pratique pour accaparer l'argent. Bon, c'est un débat qui ne peut que rester ouvert de toute façon. Ça peut venir que de l'archevêque de Paris, hein, cette décision, mais il a un devoir, à mon avis, de solidarité avec le reste des paroisses françaises. Alors, recentrons-nous sur l'histoire comme transmission, hein, puisqu'on parlait de l'enjeu de l'histoire et de son enseignement. C'est une manière d'enseigner l'histoire. C'est pour ça que je vous ai fait venir aujourd'hui pour non pas votre travail d'historien classique, mais pour ce que vous avez fait dans le patrimoine, qui est aussi une autre manière d'enseigner l'histoire. Je reviens à la chapelle Basse-Mer, puisque j'ai visité donc l'autre bâtiment qui est parallèle à la chapelle elle-même, où là, vous avez la salle des martyrs, je crois que vous l'appelez comme ça, et vous avez fait collaborer un tas de gens, notamment le fameux sculpteur Daphné du Barry, qui a fait quelque chose de toujours très original, comme à son habitude. Elle a un style qui n'appartient qu'à elle.
un très beau bronze consacré aux noyades de Nantes, mais dans une perspective très spirituelle, très, en même temps pleine d'espoir, dans le salut. Enfin voilà, c'était très beau. Il y a tout autour du mur une peinture d'un Américain, enfin des peintures d'un Américain, c'est presque la reine Mathilde là 60 mètres de long voilà, sur 2 mètres de hauteur. ouais, c'est ça, c'est De impressionnant. Robert Prouty. Robert Prouty. Voilà, Robert Prouty. Donc on va dire Robert Prouty pour rester dans un accent français. C'est une peinture qui ne cache rien. Des horreurs qui ont été commises tout au long de... la peinture raconte en fait les guerres de Vendée depuis... Moi, je suis un historien. Voilà. Donc, Alors, le reproche qui pourrait vous être fait à travers Robert Prouty, mais enfin, c'est quand même vous le donneur d'ordre dans tout ça, c'est est-ce qu'on peut montrer ça, et notamment à la jeunesse, ou aux enfants par exemple, parce que c'est terrible ce qu'on voit, c'est épouvantable même. moi, je suis un historien. Mhm. J'ai reconstitué cette histoire qui était à la fois tabou et méconnue. Tabou parce que les pouvoirs publics ne voulaient pas en parler, et méconnu y compris par les héritiers des victimes, qui tous, sans aucune exception, parlaient de guerre civile, de violence réciproque. Oui, voilà. Oui. Bien. Moi, à travers mes travaux, j'ai démontré que ce discours est un discours idéologique et politique qui s'était imposé en conscience partagée à tout le monde. Or, la réalité n'est pas là. Donc moi, à travers mes travaux, par les mots, rassemblés sur des pages qui composent un livre, je reconstitue la vérité et je la dis. Un livre, il faut le lire. Et la lecture, le coefficient de lecture d'un livre est très faible, 0,64. Qu'est-ce que vous entendez par coefficient de lecture? C'est-à-dire que lorsque un livre est vendu, il n'aura que 0,64 de lecteurs. C'est-à-dire qu'un livre ne sera pas lu par une personne. D'accord. Bien. Donc là, moi, je me suis dit, il faut rendre accessible cette histoire au plus grand nombre. Et j'ai trouvé un autre support qui est la bande dessinée, d'où la bande dessinée Vendée. D'ailleurs, oui, je pourrais vous dire que quand vous avez... C'est, je crois, votre première bande dessinée sur les guerres de Vendée. Il y a évidemment un passage sur les colonnes infernales. C'est extrêmement prenant. Vous aviez un dessinateur... violent. C'est très violent, mais moins que la peinture de la chapelle Basse-Mère. Donc là, la bande dessinée, le coefficient de lecture est de 11. C'est-à-dire pour une BD vendue, il y aura 11 lecteurs. C'est pour ça qu'après, je me suis lancé dans la création de bandes dessinées pour l'histoire de France, les saints, etc. Oui, on peut montrer ici, voilà. Alors là, j'ai je ne sais combien de tomes. Je montre ça comme ça au hasard. Mais enfin, il y a toute l'histoire de France. Et puis, il y a le film. Alors évidemment, réaliser un film, c'est extrêmement coûteux. Et l'impact est plutôt limité, puisqu'un film, la lecture d'un film est fugitive. Bon. Oui, il a fallu attendre tout de même la réalisation de Nicolas de Villiers, 20 coups mourir l'année dernière, pour qu'il y ait enfin un film digne de son nom, même si moi j'avais fait un film documentaire qui durait 1h30, mais qu'un film historique. Oui, il y a longtemps, c'était au moment du bicentenaire. Et après, j'ai réfléchi en me disant, il faut un lieu pour raconter la réalité des événements. Et en étudiant cela, je me suis rendu compte que, en fait, il n'y avait pas un monument, un musée qui raconte l'histoire de la Vendée à travers la Vendée militaire. Il y a bien des éléments de musée, comme par exemple à Cholet.
il y a des éléments de musée au Luxe sur Boulogne. Oui, je pensais, oui. Mais c'est très partiel. C'est consacré au local et aux événements ponctuels locaux. Moi, je me suis dit, je vais construire un mémorial qui va raconter cette histoire qui concerne toute la Vendée militaire. Alors, comment faire? Ben, la seule solution, et je reviens à toutes les méthodes utilisées par l'Église, qui ont utilisé l'image depuis l'origine, hein, et la plus belle image qui soit, c'est la croix. C'est la croix. Bien. Et puis, certains religieux ont été très loin dans la logique. Je pense, par exemple, au Taolenu. Taolenu, c'est un art d'enseignement religieux par l'image. Et ces images étaient peintes sur des peaux de bêtes et les missionnaires les véhiculaient de mission en mission, etc. Et le vitrail est devenu un support d'enseignement. Les Vendéens, pour raconter leur histoire, ils n'avaient pas grand-chose. Bon, le livre par nature inaccessible. Et ils ont imaginé raconter leur histoire à travers le vitrail. Et on a commencé relativement tôt à raconter cette histoire par le vitrail, 1850. Et puis ça s'est exponentialisé dans les années 20, ce qui donne des ensembles extraordinaires. Je pense par exemple au Luxe au Boulogne, qui est un ensemble dans l'église incroyable. Mais bon nombre d'églises ont ce genre de vitraux mémoriaux historiques. Et là, je me dis, c'est toujours le même problème. Localement, on raconte les histoires locales, mais on ne raconte pas la grande histoire. Et moi, ce que j'ai voulu faire à la Chapelle Basse-Mer, c'est de raconter l'histoire de la Vendée militaire, mais inscrite dans la grande histoire. Parce que l'histoire de la Vendée militaire ne se comprend pas si on ne l'inscrit pas dans la grande histoire. Et c'est pour ça que je parle de la Déclaration des droits de l'homme, qui va entraîner automatiquement l'exécution de Louis XVI pour tuer la monarchie de droit divin, puis après la reine, etc. La déclaration de guerre à l'étranger, pour des raisons idéologiques que l'on connaît, et puis l'arrêt d'un chef vendéen, Catolino, qui dit non. Et puis la mise en œuvre du système du refus. On prend les armes, on attaque Nantes, on échoue la mort des généraux Catolino, Bonchamp, puis la virée de Galerne, puis de nouveau la grande histoire, le vote des lois d'extermination et d'anéantissement. D'ailleurs, c'est très intéressant. On parle là d'abroger le Code noir. Le Code noir. Mais personne ne parle d'abroger les lois sur la Vendée. Je vais écrire à Bayrou pour lui rappeler ça. Et on a un ministre de l'Intérieur qui doit être très sensible en tant que Vendéen oui. à cette abrogation. Et puis, c'est ce qui vous a marqué, le tableau des horreurs. J'ai entendu j'ai entendu des commentaires, notamment de parents, d'enfants qui disaient comment montrer ça à nos enfants. Parce que alors là, sans rentrer dans les détails, mais un peu quand même, on prenait la peau de ces malheureuses personnes pour les tanner, les bébés sont cloués sur des portes, les femmes sont éventrées, y compris les femmes enceintes de préférence. Coupé en morceaux, on a violé. Alors, c'est pas non plus pornographique votre œuvre, hein, mais enfin, on voit bien l'agression sexuelle dont elles sont. On appelle ça mettre en batterie. On a des exemples effroyables lors de la bataille du Mans. Par exemple, on a mis de dizaines de corps de Vendéennes mortes et qu'on a violées. Bon. Alors, donc c'était nécrophile qui posait, c'est ça. Donc voilà, toutes ces horreurs. On a fait cuire les gens, manger les enfants, etc. On peut en raconter à l'infini. Oui. Moi, ce que j'ai fait à la Chapelle Basse-Mer, c'est raconter ce qui s'était passé à la Chapelle Basse-Mer grâce aux écrits du recteur Pierre-Méry Robin, qui est le recteur clandestin. Je n'ai fait
que mettre en Je image... rappelle que dans ces régions, le recteur, c'est le curé. Hein, C'est le ça? curé, Ouais, nous ouais, sommes en Bretagne. ouais. Je n'ai fait que mettre en image ce qui s'est passé. Le scandale n'est pas la représentation, ce sont les actes. Si moi, en tant qu'historien, je ne le fais pas, qui le fera? Moi, en tant qu'historien, j'ai un devoir de dire cette vérité. Si je ne fais pas, qui le fera? Alors, c'est une vraie question. Hein. Là aussi, elle n'a peut-être pas de réponse comme de tout ce que je reçois là C'est sur une Notre-Dame. question de conviction personnelle. Ouais. Moi, je suis un historien, je n'ai pas masqué, à cacher les choses, j'ai à la raconter. Et que les gens, par exemple, on me fait le reproche d'avoir fait représenter par Daphné du Barry une femme nue qui brandit un enfant et le présente vers le ciel, et puis son époux qui est en train De couler, de se disparaître dans noyer. l'eau Ouais, ouais. en brandissant un crucifix. J'ai représenté tout le monde nu, parce qu'on noyait les gens nus. Et c'est là où est le scandale. C'est pas la nudité qui est le Non, d'ailleurs, scandale. c'est très C'est le pudique fait comme statut. qu'on noie les gens nus pour pouvoir récupérer les vêtements avant et les vendre pour payer les noyades. Si moi, je ne le fais pas, qui le fera? Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que bon nombre de personnes nous posent la question, pourquoi cette femme est nue? C'est parce qu'elle est nue qu'on va pouvoir expliquer, et ils vont être sensibles à Ouais, ouais. l'explication. Donc, on fait passer un message, le message de la vérité. Alors, Voyez? je vous propose d'aborder quelque chose de comparable, bien sûr. D'ailleurs, vous avez écrit quelque chose aussi, un autre bouquin là-dessus, sur la comparaison entre la Shoah un livre qui s'appelait Juifs et Vendéens, d'un génocide à l'autre, ou je ne sais plus quoi. Vous rappelez effectivement De ce bouquin-là. un livre. Alors, mais là, ça me permet de vous mettre à l'extérieur de votre centre d'intérêt. Vous savez, plus une chose est proche de soi, moins elle nous intéresse pour ce qu'elle est, mais pour le rapport qu'on entretient avec elle. Donc là, on va essayer de vous mettre à distance. Il est arrivé un incident dans une école, une petite école primaire, où la maîtresse, bon, probablement pour des raisons peut-être pas toujours très nobles, mais enfin en tout cas, avait projeté devant sa classe de primaire quelque chose du genre nuit et brouillard, enfin un truc bien gai comme ça. Et elle a déclenché une scène d'hystérie dans sa classe. Il a fallu faire venir les pompiers, le SAMU, pour évacuer tous ces pauvres enfants qui, voyant ces images absolument épouvantables, et notamment les corps, les squelettes entassés les uns sur les autres, enfin les corps maltraités comme on a pu connaître ailleurs aussi avec les camps Viet Minh et tout ce qu'on voudra. Et là, on pouvait se dire, mais enfin, est-ce que parce que c'est un professeur, enfin, c'est un pédagogue en tout cas, cette dame, c'est une pédagogue, est-ce qu'elle a eu raison de montrer ces horreurs qui sont vraies? Elle ne ment pas, mais montrer ces horreurs à des enfants. Voilà. Alors là, je vous mets à distance. Hein. C'est comme le problème de la sexualité, de l'enseignement de la sexualité. C'est exactement le même problème. Mm-hmm. Je crois que dans la vie d'un homme, il y a des étapes et il faut respecter ces étapes. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Il faut attendre que les esprits soient mûrs. Bon. Alors, est-ce que l'entrée dans votre mémorial est interdite au moins de... Oui, on prévient. Le panneau avait disparu à ce niveau-là. J'ai comme assistante une femme qui est extrêmement sensible à ce genre de choses. Uh-huh. Quand elle est venue la première fois dans le mémorial, elle a eu la réaction que certains visiteurs ont eue. Uh-huh. Et donc, elle a fabriqué un panneau pour expliquer qu'il ne fallait pas emmener les enfants. D'accord. Et après, c'est aux parents qui sont chargés de l'enseignement. Ce n'est pas l'éducation nationale qui est chargée de l'enseignement de l'enfant. C'est aux parents. Et aux parents, ils doivent être avertis. Et c'est eux qui connaissent le mieux leurs parents. L'éducation, c'est le fait des parents. Et ce musée éduque. Mais c'est aux parents, libre arbitre, de savoir si oui ou non leur enfant peut voir cela. Je répète, le scandale n'est pas la représentation. Le scandale, c'est le fait que c'est eu lieu. Et moi, en tant qu'historien, je me dois de le dire. Vous savez,
certains ont dénoncé l'entretien des camps de Dachau, etc. Le Oui, scandale n'est pas que ces Auschwitz, camps ouais. soient cela, c'est qu'ils existaient. Et les Allemands, les Polonais, etc., ont raison de les entretenir, quoi qu'il en coûte. Oradour-sur-Glane, c'est un scandale. Et l'État a eu raison de préserver ce village en l'état. Comme les musées de l'Est, j'en ai visité un certain nombre, que ce soit en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, etc. Ils ont raison de raconter ce que dit. Parce que ce n'est pas le musée qui est un scandale, c'est que c'est lieu. J'ai une question à vous poser. On est toujours dans le thème de la transmission, de l'enjeu de l'histoire et de sa transmission. Mais aujourd'hui, vous étiez déjà venu à 2 reprises. Aujourd'hui, j'avais choisi de parler de de l'homme, le Reinhard Schächer, qui fait revivre des lieux, restaure des lieux qui sont des lieux de transmission d'une mémoire collective. Donc on est bien dans les enjeux de l'histoire. C'est pour ça que je vous ai posé même des questions techniques. Alors, si je peux être plus précis, moi je pense qu'il est important dans sa vie de s'arrêter. De s'arrêter. De s'arrêter pour réfléchir. Mais pour ça, il faut avoir des lieux et des raisons. D'où le rôle de l'historien, qui permet justement de s'arrêter. Quand je vois, excusez-moi, c'est pas un mot adéquat, mais je vais l'utiliser à l'anglo-saxon. Quand je vois par exemple la consommation des églises ou des lieux de culte en France et en Angleterre, j'ai été très imbibé par la culture anglo-saxonne. En France, les églises ne sont pas ou peu visitées. En Angleterre, les églises font partie des lieux à visiter. Vous voyez? Bon. Alors pourquoi en Angleterre? Parce que l'Angleterre est un peuple spirituel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a gardé la monarchie et qu'il la défend. 85,9% des Anglais, selon un sondage récent, se déclarent. Ce qui est mieux qu'il y a quelques années, où c'était 83. Se déclarent monarchistes. Bien. Et comme c'est une monarchie de droit divin, eh bien, l'Église fait partie de cela. Nous, la désacralisation a fait que on ne sait même plus ce qu'est une église. Et je pense à Rennes, par exemple, puisque j'habite Rennes, on attaque les édifices religieux sans aucun problème. On va insulter un prêtre, y compris lorsqu'il officie, sans aucun problème. Bon, c'est impensable en Angleterre. Vous voyez? Alors, je voulais quand même en rester à, disons, la représentation que vous faites du drame vendéen, pas au Luc, à la chapelle Basse-Mère, Oradour, etc. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu à Auschwitz ou d'autres lieux, disons, aussi tragiques que celui-là? C'est une question que je pose, hein. J'ai pas de réponse à ça. Mais entretenir ce genre de mémoire, où là quand même on touche le fond de l'horreur humaine quand même, hein, de l'horreur. Bon, est-ce que ça crée pas une sorte de névrose collective durable? Enfin, s'il avait fallu que les hommes entretiennent tous les témoignages des horreurs qu'ils ont pu commettre les uns contre les autres, mais alors on vivrait d'abord dans une géographie historique épouvantable, parce que on en a eu beaucoup quand même des horreurs, même si certaines horreurs on a tenté de les oublier. Je pense par exemple en Guyane, à la Guyane française, quand vous avez il y a eu plusieurs types de bagnes, mais je pense au bagne des Anamites qui est en pleine forêt, où là, bon, c'était un camp de la mort en réalité. Comment vouliez-vous survivre longtemps dans cet endroit où vous étiez en pleine forêt avec 100% d'humidité, dans des cellules minuscules où vous aviez simplement un petit lit en bois, etc.
La République, d'ailleurs, laisse pourrir cet endroit-là parce qu'elle n'a pas envie qu'on lui dise Absolument, qu'elle oui. est capable de faire la même chose que d'autres qu'elle accuse. Mais bon, prenons Auschwitz comme symbole. Est-ce que transmettre l'histoire, transmettre la mémoire, parce qu'on est encore dans ce sujet-là, est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça Je pense. Alors, je pense à des écoles à Paris ou ailleurs. Il y en a une à Tours aussi où j'étais passé devant, où il y a une école primaire là encore, où il y a une espèce de plaque en marbre. Ici, le telle année, 1943 ou 44, 60 enfants ont été pris conduits dans des camps. Vous imaginez votre gamin qui, lui, a 16 ans, 8 ans, qui rentre là-dedans. Enfin, c'est anxiogène. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique qu'on pourrait formuler? Alors, je répète ce que je vous disais tout à l'heure. Le scandale n'est pas la plaque, le scandale n'est pas le camp, le scandale, c'est que c'est eu lieu. C'est ça qui est incroyable. Et que le crime commis, par exemple, en Vendée, mais aussi à Lyon, etc., sous la Révolution, pour moi, ce sont des crimes des crimes. C'est le crime des crimes. Bien. Et c'est parce que ça existait que ça donnait la nature mortifère du communisme, la nature mortifère du national-socialisme, la nature mortifère du système chinois, etc. Je vais citer de mémoire un journaliste anonyme, malheureusement, qui écrivait en 1932, juste au début comment dire, de l'arrivée au pouvoir, puisque c'est janvier 33 d'Adolf Hitler, il tire le signal d'alarme en disant c'est parce qu'on a oublié la Vendée qu'on va arriver à quelque chose d'atroce en Allemagne. C'est parce qu'on ne parle pas de ce que font les communistes léniniens, staliniens, qu'on va arriver à quelque chose d'atroce en histoire. Et on retrouve ça chez un grand historien, Hippolyte Taine, 1884, sur sa réflexion sur la Révolution française, qui dit bien ça. Il faut préserver les lieux, parce que les bourreaux en ont fait des victimes et les victimes des bourreaux. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des lieux qui se traduisent soit par le maintien d'un village détruit, soit qui se traduisent par des plaques, La Vendée serait inhabitable avec ce raisonnement. Si tous les oradours qui ont été pratiqués en Vendée étaient maintenus à l'état de ruine, il n'y aurait plus de place pour vivre en Vendée. oui, Pour les mais c'est 500 parce 000 qu'on n'a habitants. pas fait ça qu'on ne comprend pas la Vendée et que Mhm. les Vendéens ne se comprennent pas. Si on avait entretenu cette mémoire, la réalité de la mémoire que les Vendéens n'ont jamais su, il a fallu attendre 1985. Et je crois que c'est important de faire, parce que ce que vous me dites, en fait, c'est est-ce que oui ou non, il faut entretenir la mémoire. D'où la création de mon mot mémoricide. Le fait de ne pas entretenir la mémoire est un acte de mémoricide. Vous voyez, c'est un élément. Lorsque la France refuse d'abroger les lois d'extermination et d'anéantissement, c'est un acte de mémoricide. Que le fait que les héritiers des martyrs juifs se battent pour le maintien de leur lieu d'extermination, c'est un acte pour lutter contre le mémoricide. Ce mot est très important. Il va s'imposer petit à petit parce que tout est là. Maintenir la mémoire, maintenir les lieux, c'est s'arrêter, réfléchir pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Et c'est parce que on n'a pas, c'est ce que dit ce journaliste à juste titre, on n'a pas maintenu la mémoire de la Vendée qu'on a ces meurtres de masse industrialisés. Moi, je parle de post-industrialisation. C'est parce qu'on n'a pas parlé de cette phase de post-industrialisation d'un système mortifère qu'on arrive à l'industrialisation de la mort de masse. C'est une vraie question que vous soulevez là. Parce que est-ce que vraiment il y a un caractère d'exemplarité de l'entretien de cette mémoire tragique pour les générations qui se lèvent aujourd'hui? Est-ce que vraiment
l'expérience que vous en avez. Bon, est-ce que les sociétés deviennent sages, en définitive, quand elles voient, par exemple, votre musée? J'ai des messages de personnes qui vont dans votre sens Vous et qui savez, disent c'est moi, toute je suis une mère de l'importance. 4 enfants, j'ai visité le musée, et c'était très bien, etc., etc. Ne vous inquiétez Euh, pas. On a Vous tellement de savez, messages que je ne peux pas te lire. j'ai créé ce musée à Plouarnel, au début de la presqu'île de De Quiberon, Quiberon, oui. c'est ça l'origine. Et d'ailleurs, là, je cherche un grand lieu. J'ai 5000 pièces sur les guerres de Vendée et de la Chonnerie. On a des gens qui nous écoutent, qui ont des idées, je suis preneur. Parce qu'il faut créer un musée. Pourquoi y a-t-il jamais eu de musée sur la réalité des événements en Vendée? Pourquoi? Mais ça, c'est idéologique. La République ne veut Oui, pas d'accord. Mais justement, et reconnaître qu'elle est sale. c'est pour ça que la République a commis tous les crimes vis-à-vis du christianisme. Oui, oui, bien sûr. Vous Ouais, savez, ouais. pour moi, le plus grand exemple de maintien de la mémoire, c'est la croix. La croix. La croix, quand on pense à ce symbole, c'est absolument atroce. Un homme crucifié sur une croix. Mais parce qu'il a été crucifié, parce qu'il s'impose à tout le monde. D'ailleurs, je rappelle qu'un candidat qui est devenu président avait imaginé de laïciser l'espace en France et de supprimer toutes les croix. Bien. Il a été élu. Il n'a pas mis en œuvre ce programme. Je ne citerai pas son nom. Eh bien, c'est un signe d'espérance C'est un absolument mémoricide si vous ne citez pas son nom. incroyable. C'est-à-dire que cette croix, c'est la résurrection. C'est parce que le Christ, c'est un énorme scandale, la crucifixion du Christ. Eh bien, on s'en souvient et ça donne l'espérance. Merci Rénal Sécher pour cette nouvelle approche des choses. De la musique nous apaisera peut-être après cette évocation terrible de ce qui est le plus douloureux dans la mémoire des hommes.